Dialogue avec les religions, avec Marie-Claude Lalonde. Bonjour et bienvenue à cette toute première émission de Dialogue avec les religions. Je suis Marie-Claude Lalonde et certains d'entre vous me connaissent certainement pour d'autres activités à ce micro. Mais cette émission est véritablement un projet personnel, quelque chose qui me tient à cœur. Alors j'aurai le privilège d'explorer avec vous divers thèmes sous l'angle des 3 religions monothéistes. Je donnerai donc la parole à des gens de confession chrétienne, juive et musulmane. À l'heure où plusieurs, et de toutes religions confondues, se retranchent derrière leur dénomination religieuse ou montrent des signes d'intolérance, je crois plutôt qu'il faut dialoguer. Et pour dialoguer, il faut mieux se connaître. Connaître l'autre, c'est apprendre à l'apprécier, à vivre avec lui et tout simplement à être avec lui. Je sais que de donner la parole à d'autres religions bousculera peut-être certains auditeurs. Mais croyez-moi, à l'ère de la mondialisation, il faut aussi procéder à une mondialisation de l'amour. Le pape François nous y invite d'ailleurs. Et c'est seulement ensemble, avec nos frères et sœurs d'autres religions, que nous y arriverons à cette mondialisation de l'amour. D'ailleurs, c'est aussi le souhait de Radio VM de s'ouvrir à d'autres confessions. Alors, on commence dès aujourd'hui. Je suis certaine que vous avez déjà entendu l'adage qui dit « l'exception confirme la règle ». Eh bien, ce sera tout à fait vrai aujourd'hui. Avant d'aborder un thème précis, j'ai pensé vous offrir l'exemple d'un projet où juifs, musulmans et chrétiens se côtoient et travaillent pour le bien d'une communauté et de ses nouveaux arrivants. Mon invité est M. Mourad Benjenet, administrateur du centre Al Jazeera, rien à voir avec le média. C'est situé à l'île des Sœurs. M. Benjenet, bienvenue. Bonjour Marie-Claude. Je pense que c'est pas votre seule occupation, le centre Al Jazeera. Alors... Tout à fait. Je suis architecte de profession et j'ai mon bureau, je travaille à mon compte à l'île des Sœurs où je réside et je travaille aussi comme administrateur pour le centre Al Jazeera. Depuis quelques années, même peut-être 8-9 ans, je suis très impliqué dans la vie associative et philanthropique. Je participe dans différentes activités sociales, que ce soit dans mon domaine en architecture. J'étais architecte dans Habitat pour l'humanité pendant 5 ans et j'ai cofondé aussi une association dans le même domaine qui est Architecte pour la société. Sinon, dans mon entourage, je suis administrateur de notre syndicat de copropriété et j'étais administrateur aussi de l'association des familles à l'île des Sœurs qui lutte pour des causes, pour défendre les causes des familles à l'île des Sœurs. Donc, vous êtes très occupé. Quand est-ce que vous vous occupez justement du centre Al Jazeera? Sur vos temps libres, ce qu'il reste? On essaye de créer du temps pour ce genre d'activité. Ça, c'est sûr que ce soit moi et mon épouse, on est tous impliqués. Parfait. Pouvez-vous me décrire un peu quelles sont les activités et la mission du centre Al Jazeera? Le centre, c'est un centre communautaire qui est destiné pour faire réunir la communauté musulmane de l'île des Sœurs, pour surtout les nouveaux arrivants qui cherchent en fait un pied sur terre pour vraiment avoir le lien avec leurs origines et leurs identités. Donc, c'est un lieu de rassemblement avant tout. On l'utilise aussi comme lieu de culte pour pratiquer la religion musulmane et aussi donc on fait des activités associatives, sociales pour la communauté de l'île des Sœurs. Tout à fait. Vous avez aussi un projet qui se passe entre musulmans, juifs et chrétiens. Pouvez-vous me dire qui sont ces juifs et ces chrétiens avec qui vous travaillez? Le projet a commencé, ça fait quasiment 1 an. Où j'ai eu un appel de Madame Manon Gauthier, qui est conseillère municipale à l'arrondissement de Verdun, où elle m'a invité de voir s'il y a une possibilité de cohabiter, de faire un dialogue avec les représentants de l'Église et la communauté juive à l'île des Sœurs. Et nous, comme par hasard, les 3 lieux de culte se trouvent sous le même toit. Donc, chacun, il occupe un espace dans un centre, disons, commercial qui se trouve sur la rue Elgar.
Et on s'est dit, pourquoi pas ne pas vraiment, au lieu d'être juste des voisins, c'est de savoir commencer à se faire connaître et à travailler ensemble. Nous, on a eu déjà des discussions il y a quelques temps suite au projet de la Charte des valeurs. Oui. Donc, il y a eu des discussions avec le curé de l'Église. On partageait nos inquiétudes de part et d'autre. Puis, moi, par la suite, j'étais impliqué dans les élections municipales. Je me suis présenté en tant que candidat, en fait, pour la mairie de l'arrondissement de Verdun avec le groupe de Mélanie Joly. Et donc... les contacts se sont faits un peu comme ça. Oui, ça a commencé et puis le terrain a été déjà préparé en quelque sorte. Donc, quand j'ai reçu l'appel de Mme Gauthier, j'étais vraiment très, très ravi de faire partie de ce dialogue-là et de créer quelque chose ensemble. Ouais. Donc, ça a été facile d'approcher les deux autres confessions. Tout à fait. Le courant est vraiment passé très, très rapidement parce que l'intention est là, est bonne de tous les représentants. Oui. Et puis, j'ai constaté que le projet, en fait, a été initié par le monsieur Samuel Geholtz, qui est développeur de l'île des Sœurs et promoteur à l'île depuis de père en fils. Donc, c'est lui qui nous a, en fait, réunis tous ensemble. Il est juif, il me semble. Oui, en fait, comment ça a commencé, je retourne un petit peu en arrière, c'est qu'il a reçu une demande de M. Roger Légaré, l'administrateur et marguillier de l'église Sainte-Marguerite-Bourgeois à l'île des Sœurs, pour financer les cloches qui vont être construites prochainement. Donc, lui, il est de confession juive, puis il a dit, bon, vous me demandez de financer quelque chose pour les chrétiens. Il était ouvert, il a dit oui, je vais vous financer, mais à condition que ces cloches-là soient comme un symbole de l'unité des trois religions. Et c'est de là il y a eu l'idée de cette unité. Donc, ces cloches ont été baptisées les cloches de l'unité. Notre regroupement, on l'a créé, on l'a appelé le collectif pour l'unité. Et la ville, ou l'arrondissement de Verdun, il a baptisé, disons, la place où se donnent les trois lieux de culte, la place de l'unité. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et vous vous êtes lancés tout de suite, toutes les trois dénominations, dans un projet spécial qui tenait compte là, du moment présent de ce qui se passait. Tout à fait. C'était suite à vraiment la première vague d'arrivée des nouveaux arrivants réfugiés syriens. Mon épouse et son ami se sont impliqués. Ils ont lancé une campagne de collecte de dons. Ils ont ouvert notre garage, puis ils ont commencé à mettre les sacs dans notre garage. Mais à un moment donné, le garage n'était plus capable de supporter tout ça. Donc, j'ai présenté le projet aux autres représentants du collectif. Et tout le monde était ravi à ce que ce projet-là soit adopté par le collectif. Et là, on a commencé à chercher des locaux plus grands. Et grâce au rabbin du centre Chabad, il a réussi à avoir un local de plus que 3500 pieds carrés pour lancer ce projet-là. Et maintenant, voilà, le projet, ça fait 9 mois qui est en cours, puis il fonctionne très, très bien. Donc, le but ultime du projet, c'était d'aider les nouveaux arrivants avec tous leurs besoins, quels que soient leurs besoins. Tout à fait. C'est de leur donner des vêtements, des meubles, puis tout ce qu'ils ont besoin quand ils arrivent ici. Parce que surtout en hiver, l'hiver dernier, donc on voulait les accueillir avec, disons, des cadeaux. C'est pas un centre de charité, on veut pas le faire sentir qu'on fait de la charité. Donc, on essaye vraiment de leur donner un centre qui est vraiment présentable. Tout est bien organisé, c'est pas un entrepôt, donc c'est comme un magasin en fait. Mais c'est à donner, c'est pas acheter. C'est à donner. Oui. Et est-ce que vous avez eu l'impression que c'est devenu ce magasin un peu un point de rencontre pour la population de Verdun-l'Île-des-Sœurs?
Oui, que ce soit c'est aux alentours de l'arrondissement de Verdun. Sinon, c'est un point de rencontre de différents points de la ville de Montréal. Les gens ils viennent beaucoup de la rive sud, de la rive nord. Ah oui, ça rayonne beaucoup plus loin. Oui. Ça a pris vraiment une ampleur à l'échelle de l'île de Montréal. Donc, les gens nous appellent de partout et ils sont vraiment ravis à donner, à participer. Et bien sûr, les réfugiés, ils sont situés partout à l'île. Donc, on essaie de coordonner avec eux pour venir chercher leurs besoins, en fait. Oui. Quel était le besoin peut-être le plus criant que vous avez identifié chez ces réfugiés? Je dirais plutôt c'est pour tout ce qui est produit d'hygiène et pour les bébés. Oui. Ça, c'était on en manquait souvent, mais on essaie vraiment de leur fournir ça, surtout les nouveau-nés. Puis il y a des mamans qui venaient d'accoucher. Qui arrivent enceintes, oui, c'est ça. Qui venaient d'accoucher. Ça, c'était vraiment les besoins les plus éminents. Les plus proches. Dans ce centre, je vous parlais d'un lieu de rencontre. Est-ce que vous avez eu l'impression que les dénominations religieuses étaient importantes ou est-ce qu'on a fait fi de tout ça? Le centre était là pour tous et avec tous. Ou est-ce qu'à certains moments, on a pu sentir... Je pose la question parce que c'est un projet qui est quand même unique. Oui, c'est une très bonne question. En fait, le centre est géré par plusieurs bénévoles de différentes confessions, que ce soit chrétiennes, juives et musulmanes. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est de savoir connaître, en fait, de connaître les autres, même si ils sont des voisins, mais sans ce centre-là, ils n'avaient jamais eu l'occasion de se connaître comme il faut. Maintenant, il y a des liens et de rapprochements amicaux qui sont développés grâce à ce centre et d'une façon extraordinaire. Donc, les gens, même s'il y a différentes religions, ce qui nous réunit, en fait, c'est l'amour et c'est savoir aider, aider les autres. C'est ça ce qui est important. Et puis, la base de notre collectif, c'est de savoir ce qui nous rassemble et non pas ce qui nous divise, parce que on a assez de voir les différences. Maintenant, on veut voir ce qui nous rassemble, puis on constate que ça donne vraiment une synergie extraordinaire, parce que moi j'ai participé, comme je vous ai dit, à différentes activités associatives, mais j'ai jamais vu autant de synergie. On dirait que c'est le bon Dieu nous a bénis 3 fois à cause des 3 religions. Oui, effectivement, une grande bénédiction. Monsieur Benjenet, dans vos rencontres à travers cette aide aux nouveaux arrivants, est-ce qu'il y a une famille qui vous a particulièrement touché, une histoire? Parce qu'on ne fait pas que la charité, on rencontre les gens dans ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent. Est-ce qu'il y a une famille qui vous aurait davantage touché? Certainement, il y en a plusieurs. De toute façon, nous, on a servi plus que 150 familles, je pense, jusqu'à date. Et dernièrement, on a eu un cas assez exceptionnel où une famille réfugiée qui vivait dans un camp au Liban, qui est arrivée ici il y a quelques mois. Ils ont eu un feu, un incendie chez eux ici à la ville Saint-Laurent. Donc, ils ont tout perdu. Donc, pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Et donc, ces gens-là, quand je les ai rencontrés, mon épouse et les autres bénévoles, on était vraiment agréablement surpris dans le sens où comment ils ont pris les choses, comment ils gèrent vraiment
disons, si un cas de catastrophe, comment ils se comportent. C'est des gens très humbles, puis c'est des gens très calmes, puis ils ont pris ça calmement, puis donc ils nous ont demandé de l'aide. Et heureusement, on leur a fourni tout ce qu'il leur faut pour ameubler leur nouvel appartement. Pour recommencer encore une fois. Ouais. Et donc, ils prennent ça beaucoup plus calmement que peut-être nous, les Québécois. Oui, peut-être. Oui, je pense que c'est des cas de résilience. C'est ce qu'on voit. Est-ce que c'était une famille où il y avait des enfants aussi? Oui, c'est une famille de 4 personnes, donc ils ont 2 enfants, oui, un garçon et une fille. Et les enfants, eux, comment ils ont réagi? C'est été un petit peu effrayé, mais grâce au comportement des parents, ils sont plus calmes, oui. Ouais. Est-ce que vous avez pu apprendre un peu quelles sont les conditions dans les fameux camps de réfugiés? Il y en a beaucoup au Liban, notamment. Est-ce que ces gens-là vous parlent un peu de ce qu'ils ont vécu? Un petit peu. On veut vraiment, nous, tourner la page, puis voir, disons, la situation d'ici, voir le futur. Donc, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui sont encore traumatisés. On a eu même des cas où une famille, on a vu, qui ont reçu une bombe juste à côté de l'enfant, et puis son visage a été défiguré. Oh là là. Un gars de 5 ans. Sa maman aussi, la moitié de son visage aussi a été défiguré. Donc, on essaye d'oublier ça, puis malgré qu'il y a quand même un traumatisme qui reste à l'intérieur, puis il faut vraiment les aider à les faire sortir en les aidant à s'intégrer ici. Donc, c'est pas évident avec ce qui c'est-à-dire pour déjà un immigrant qui décide de venir ici par choix, il a des difficultés à s'intégrer. Alors, imaginons si quelqu'un qui a été déraciné suite à des conditions atroces, de réussir ici, de s'intégrer. Donc, c'est pas vraiment évident. Et puis, ça prend beaucoup de temps et d'efforts pour les aider. Oui, il faut dire que les immigrants qui arrivent ici, souvent, on dit, oui, ils ont choisi le Canada, mais ils n'ont jamais choisi de quitter la maison, de quitter leur pays, de quitter leur lieu de naissance pour la plupart. Et c'est ça qui est difficile aussi à oublier, que ce choix n'est pas véritablement un choix volontaire, je crois. Tout à fait. Il y en a même des personnes, disons, retraitées, qui veulent finir leur vie dans leur pays natal. Donc, ils ont beaucoup de difficultés à accepter de changer de pays. Surtout, ils ne sont pas habitués, par exemple, au froid canadien. Donc, c'est parmi des choses qui rendent les choses un petit difficiles. Donc. Et les nouveaux arrivants que vous avez vus, c'était majoritairement des jeunes familles, des gens âgés? C'est plutôt des jeunes familles, oui. Ouais. C'est des gens qui ont perdu leurs emplois. Il y avait, que ce soit qui travaillent dans des professions libérales ou bien étaient des employés ou quoi que ce soit. Donc, dans différents domaines. On a reçu des chirurgiens, des pharmaciens qui ont perdu leur pharmacie. Il y a 2 pharmaciens qui ont été bombardés. Donc, il faut tout refaire. Surtout pour ce genre de profession, c'est difficile à faire l'équivalence ici, on sait bien. Oui. Donc, on reçoit de toutes sortes de cas. Donc, les perspectives d'emploi sont souvent difficiles aussi quand ils arrivent ici. Oui, absolument. Et est-ce qu'ils sollicitent votre aide à ce niveau-là aussi? Oui, on a créé un sous-comité, en fait, qui s'occupe, en fait, à aider ces familles à trouver de l'emploi. Que ce soit en leur donnant des conseils, aide psychologique. Donc, c'est le fait aussi que plusieurs d'entre nous qui parlent arabe aussi, ça aide aussi. Oui, donc, ça crée un lien de confiance. Et aussi, je précise aussi que ces familles sont de différentes confessions. Donc, on ne fait pas la distinction. On reçoit des familles chrétiennes, musulmanes, de toutes sortes. C'est tout à fait la mission du Centre de l'Unité. Absolument, absolument. Donc, tout le monde est bienvenu, puis il faut vraiment aider tout le monde sans exception. Vous avez parlé de soutien psychologique. Comment ça se passe quand les gens ont besoin de ce soutien? C'est sûr que c'est pas facile. Nous, on n'est pas spécialistes, disons, on n'est pas des psychologues.
Mais déjà pour aider quelqu'un qui a vécu un choc et un traumatisme, donc on essaie vraiment de faire ce qui... on parle toujours de la foi. Oui. Donc la foi pour nous c'est le point dénominateur commun qui nous permet en fait de convaincre la personne de continuer à vivre et d'avoir l'espoir. Donc c'est avec cet aspect-là on peut travailler dessus que parler de côté scientifique parce qu'on n'est pas spécialiste. Oui, évidemment. Donc la foi a quand même un rôle très important dans le travail que vous faites. Oui, parce que déjà, le collectif est basé sur des bases religieuses, disons, même si on ne parle pas de religion, mais ce qui nous réunit, c'est des valeurs, disons, qui sont enseignées dans notre religion. Puis, donc, dans toutes les religions, en fait, les valeurs sont assez semblables quand on parle sur le plan humain. C'est ça, c'est des valeurs humaines, universelles. Donc, on parle de l'amour, aider les autres. C'est des choses où personne ne peut être contre ces valeurs-là. Absolument. Vous avez un autre sous-projet, je pense, qui est lié à ça? Oui, nous avons fait une demande de parrainer une famille syrienne qui actuellement réside aussi dans un camp au Liban. C'était au nom des 3 groupes aussi, en fait, des 3 confessions musulmanes, juives et chrétiennes. Donc, on a fait la demande pour une famille. C'est un cas spécial aussi, assez touchant parce que il s'agit d'un papa, son fils et son oncle maternel. Parce que la maman, c'était une meilleure amie à une de nos bénévoles syriennes et qui a perdu la vie récemment. Bon, ça fait 8 mois à peu près, suite à un cancer. En plus de toutes les difficultés. Tout à fait. Donc, on voulait en fait aider cette famille-là, au moins pour rendre hommage à la maman, de sauver son fils, son mari et l'oncle pour représenter la maman. Oui. Donc, on a fait la demande auprès du fédéral et on attend la réponse. Normalement, ils nous ont dit à partir du mois de 2007, on va ouvrir les dossiers de nouveau. De nouveau, c'est ça. Il y a quand même un délai d'attente qui est important, je crois. Tout à fait. Oui. J'ai connu des groupes aussi qui étaient déçus parce qu'ils étaient prêts à parrainer et le gouvernement, lui, n'était pas prêt. Alors, c'est un peu ce qui se passe dans votre cas aussi. Tout à fait, exactement. Et à travers vos rencontres, qu'est-ce que ça vous dit sur l'avenir? L'avenir du Centre Al Jazeera, l'avenir du Centre pour l'unité. Qu'est-ce que ça vous dit? Déjà, avant d'entamer ou de se lancer dans ce projet pour les réfugiés syriens, quand on s'est rencontrés tous ensemble, en fait, M. Gewertz et puis les 3 représentants des 3 lieux de culte, l'idée, c'est de participer dans différents projets. Et notamment, on compte faire une campagne pour aider les enfants malades de l'hôpital de Verdun. Et aussi, on a l'intention aussi de participer aussi à aider les itinérants aussi dans notre arrondissement. Donc, c'est des différents projets où ils vont venir après avoir terminé la mission en fait, pour les réfugiés syriens. Oui, c'est ça. Des projets qui sont en attente, mais déjà, vous y pensez. Oui, tout à fait. Donc, et est-ce que dans ces projets, je donne l'exemple d'aller aider les enfants malades ou encore les itinérants, est-ce que vous voulez mettre de l'avant le fait que ce soit un collectif? Dans le fond, est-ce qu'on le publicise un peu de dire, écoutez, on travaille à 3, et ça fonctionne, voyez, est-ce que vous avez l'intention d'en parler un peu? Oui, l'idée, c'est de diffuser et de montrer au monde entier qu'on est capable de travailler ensemble dans différents projets humanitaires. Donc, on veut que ça soit aussi contagieux dans différents endroits, que les gens s'inspirent de ce modèle, puis qu'ils l'appliquent ailleurs,
Parce que, on veut pas maintenant, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, on vit dans un monde où il y a avec la mondialisation, avec les réseaux sociaux, le monde n'est plus comme il était. Donc, ce n'est plus comme les frontières sont devenues juste pour les passages, en fait, dans les passeports. Mais maintenant, les cultures sont en train de se métisser. Donc, on doit apprendre à cohabiter ensemble et puis à accepter l'autre. Et c'est d'évaluer notre tolérance à accepter l'autre. Donc, c'est ça notre défi du 21e siècle. Oui. Et vous, sur le plan personnel, qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de ce collectif, je le rappelle, entre juifs, chrétiens et musulmans? Vous avez fait ça, pas pour en retirer quelque chose, mais je suis certaine qu'il y a un petit quelque chose. Je l'ai fait tout d'abord pour mes enfants. Pour moi, c'est le meilleur héritage que je peux laisser à mes enfants et aux générations futures, de l'entourage où je vis. Puis secondo, c'est le fait de connaître des gens extraordinaires, que ce soit des bénévoles, que ce soit des donateurs ou des familles de réfugiés. Pour moi, c'est une grande richesse. Cette expérience est très enrichissante au niveau humanitaire, donc ça nous a permis de connaître ces gens-là et puis d'avoir vraiment des contacts fabuleux. Donc moi, j'encourage tout le monde à s'ouvrir, à donner, à ouvrir le cœur puis à donner, parce que les bons, ils sont partout, puis il faut vraiment savoir les trouver. Les trouver, c'est ça. Je pense que vos enfants vont pouvoir être fiers de papa et maman. Je pense qu'effectivement, vous leur laissez un magnifique héritage. Alors, Monsieur Mourad Benjenet, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous présenter cette initiative qui se vit, je le rappelle, entre musulmans, juifs et catholiques à l'île des Sœurs. Cette émission est présentée en alternance, c'est-à-dire toutes les 2 semaines. La semaine prochaine, ce sera l'émission L'Islam, les musulmans et moi, animée par Madame Ève Torres. Je vous invite à l'écouter puisque là aussi, la découverte de l'autre sera au rendez-vous. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines alors que nous aborderons notre premier thème, la paix. Impossible d'éviter le sujet, parler de paix en ces temps difficiles, en ces temps troubles. Alors, je vous emmène découvrir comment se conçoit et se vit la paix dans le christianisme, l'islam et le judaïsme. Voici qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Je remercie Han-Hui à la technique pour cette émission. Ici Marie-Claude Lalonde qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute de Dialogue avec les religions. On se retrouve dans 2 semaines et d'ici là, restez à l'antenne de Radio-VM.